C'est un plaisir renouvelé de vous savoir fidèle à votre rendez-vous dominical Week Echo. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle grille tarifaire a été mise en œuvre par la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Et désormais donc, les factures d'électricité vont connaître une augmentation qui varie d'une tranche de consommation à l'autre selon que vous fassiez partie ou non de la tranche subventionnée par l'État. De nombreuses raisons ont été évoquées pour expliquer ces nouveaux tarifs. Nous, ici, dans le décryptage, on va mieux comprendre et on va décortiquer pour comprendre les bien fondés et, si possible, relever les incohérences de cette décision. Et puis, la problématique de l'emploi au Bénin reprend ses quartiers également sur cette émission. En novembre dernier, vous le savez, la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi a eu lieu. Une édition dont l'ambition était de mobiliser les collectivités locales autour de la promotion de l'emploi. Cet objectif a-t-il été atteint? On fera le bilan avec le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Voilà donc pour l'essentiel de ces 52 minutes à venir. Restez en place. Tout de suite, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. L'Ordre des experts comptables du Bénin renforce les capacités de ses membres. Comme chaque année, il a organisé un séminaire sur la loi des finances gestion 2021. Une occasion pour passer en revue les mesures fiscales contenues dans la dite loi. Les explications de Josué Daniel Sousa. Consolider le budget et le renforcement du modèle social, c'est ce qui caractérise le budget général de l'État, exercice 2021. Mais compte tenu du contexte socio-économique actuel, il s'agira aussi de renforcer la résilience de l'économie nationale et sa relance face aux chocs exogènes créés par la crise sanitaire. C'est en effet le but des mesures d'atténuation des implications liées à la pandémie de Covid-19 sur le plan social contenu dans la loi de finances gestion 2021. Et pour réussir ce pari, ces experts comptables ont été outillés pour une bonne mise en application des dites mesures dans une année aussi particulière. Cette année, il s'agit par rapport aux effets de la crise sanitaire que nous avons connue ou que nous vivons, de relancer notre économie et par des mesures fiscales qui sont contenues dans cette loi de finances. C'est important parce que c'est eux qui établissent les comptes financiers des entreprises et pour que nous ayons toujours la qualité de l'information financière, ce renforcement de capacité est nécessaire. Une gestion fiscale qui passe cette année par des mesures incitatives de promotion des petites et moyennes entreprises et la création d'emplois. Les mesures fiscales nouvelles concernent essentiellement des allègements fiscaux pour alléger le fardeau fiscal des entreprises dans ce contexte de Covid-19 où les entreprises ont été sérieusement impactées. Il s'agit de faire en sorte que le paiement de l'impôt sur les sociétés, le paiement de l'impôt sur les salaires, le paiement même de la TVA, les crédits de TVA qui n'ont pu être consommés. Les mesures favorisent les entreprises dans le paiement de ces impôts, mais également dans l'utilisation des avantages liés à l'ensemble de la fiscalité sur les entreprises. Une formation qui va permettre à ces acteurs de la fiscalité de mieux gérer les entreprises, aussi bien sur les nouvelles dispositions du Code général des impôts que sur les anciennes dispositions reconduites. Chaque année, moi, je suis cette formation parce que ça me permet de découvrir les nouvelles règles qui sont mises dans la loi de finances de chaque année. Donc, je fais former également mes collaborateurs pour être sûr que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous aidons nos clients à faire, que nous ne passons à côté de rien et que nous prenons en compte tout ce qui est prévu dans la loi fiscale. La loi de finances gestion 2021 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 542,192 milliards de francs CFA. Elle marque le passage du déficit global prévisionnel de 5,1% en 2020 à 4,5% en 2021.
Une dizaine d'officiers de la police républicaine étaient en début de cette semaine en formation sur le système MIDAS, un outil de sauvegarde et de gestion des données migratoires, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations avec l'appui du Japon. Cette formation vise à une meilleure gestion des flux migratoires. Reportage. La gestion des flux migratoires au niveau des différentes frontières est une question préoccupante dans la sous-région. La question des données statistiques sur la migration a plusieurs fois été au cœur des échanges entre acteurs des mouvements migratoires régionaux. C'est donc pour mieux coordonner leurs actions en la matière que les États ont décidé de se doter de moyens efficaces de collecte de données. Au Bénin, plusieurs officiers de la police républicaine sont en formation sur le système MIDAS, un système moderne de sauvegarde et de gestion des données migratoires. Le MIDAS, c'est le Migration Information Data Analysis System. C'est un système de collecte, d'analyse et de stockage de données migratoires. C'est un système qui sera mis en place à la frontière de Malanville et à la direction de l'immigration et de l'immigration. Ça permettra de savoir combien de personnes sont passées par jour, par mois. Ça permettra de faire des planifications pour le développement et pour la sécurité. Le Bénin occupe une position stratégique dans la sous-région, a fait observer le directeur de l'immigration et de l'immigration. Car l'hospitalité qui le caractérise favorise les flux migratoires, ce qui appelle à la prise de mesures préventives dans ce sens. Face aux réalités sécuritaires au nord du Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, il est nécessaire que le Bénin soit bien informé sur ce qui se passe au niveau de ses frontières en termes de mouvement de personnes. En cela, le système de collecte de données de l'Organisation internationale pour les migrations est une réponse qui nous intéresse vivement. Grâce à l'utilisation du MIDAS, les statistiques seront désormais disponibles sur les mouvements migratoires en ce qui concerne l'entrée et la sortie à la frontière de Malanville. Cette formation de 4 jours, initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec l'appui du Japon, va également permettre le renforcement de la sécurité au niveau des frontières du Bénin. L'année 2020 a connu de nombreuses réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. De l'installation du Conseil national de l'éducation à la mise en place de la plateforme e-learning, l'ambition du gouvernement dans ce sous-secteur est d'en faire un système éducatif performant réellement au service du développement socio-économique. Les actions phares de l'année 2020, passé en revue ici par Ulvaeus Balogun. C'est l'un des secteurs clés du programme d'action du gouvernement. Depuis 2016, de pertinentes et courageuses réformes ont été initiées dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Prenant la mesure de l'ambition dès le début de l'année 2020, le gouvernement a procédé à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation nouvelle formule. C'est l'organe supérieur du système éducatif béninois chargé de l'orientation, de la coordination, du suivi-évaluation et de la prise de décision afférente au secteur de l'éducation. Les personnalités les plus unanimement réputées, expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Ce nouveau cadre de gouvernance de l'école béninoise vise à promouvoir un système éducatif en adéquation réelle avec les besoins en formation du marché de l'emploi.
Un enjeu au cœur des préoccupations du gouvernement dont l'ambition est d'œuvrer à l'amélioration de tous les services liés à la vie de l'étudiant béninois. Alors que le gouvernement mettait en œuvre son plan d'action, il se verra plombé vers la fin du mois de mars 2020 par la fermeture des lieux d'enseignement pour cause de Covid-19. Il faudra attendre un mois plus tard, en l'occurrence le 11 mai 2020, pour que les activités scolaires et universitaires reprennent. Dans le supérieur, les cours seront dispensés en ligne car les amphithéâtres resteront fermés. La plateforme e-learning.étudiant.bj est lancée avec un accès gratuit aux étudiants. On est content après les 1 mois et demi, on est content de la Ainsi, la mise en place de cette plateforme d'e-learning pour assurer la continuité éducative en temps de Covid-19 a permis aux étudiants de valider leur année universitaire. Une année d'ailleurs couronnée par le cinquantenaire de l'université d'Abomey-Calavi. 1970-2020, 50 ans au service de la formation des jeunes étudiants. Le nouveau cadre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'offre pédagogique engagée par le gouvernement passe aussi par l'encadrement des établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Les examens nationaux de licence et de master sont désormais institutionnalisés par le Conseil des ministres du mercredi 18 novembre 2020. 2021 s'annonce donc sous de nouveaux auspices pour l'enseignement supérieur avec des exigences à la hauteur de l'évolution du monde. La mise en réseau des universités nationales, la dématérialisation pour éviter les pertes de temps au cours des inscriptions et dans le traitement des dossiers d'équivalence des diplômes, ainsi que la mise en place de stratégies pour garantir une formation universitaire qui débouche sur l'emploi sont entre autres défis à relever dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. C'est la fin du mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Bilbaïs Balogun. Et Wikeko se poursuit à présent, c'est l'instant revue de presse. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, était en visite mardi dernier chez son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. Au cœur de la visite, la consolidation des relations de coopération économique entre les deux pays. La Nation a publié à la page 2 de sa parution du mercredi 20 janvier 2021 les sujets au menu de la rencontre entre Talon et Buhari. Selon le journal du service public, la visite aura permis aux deux pays de discuter des mesures idoines à prendre pour la sécurisation de façon durable de leurs frontières terrestres et une meilleure intégration économique des deux pays. Le volet assurance maladie du projet Assurance maladie pour le renforcement du capital humain ARCH est entré dans sa phase de généralisation. Toutes les populations pauvres, cibles de l'ARCH, peuvent désormais bénéficier des soins de santé gratuitement. La Nation a publié l'information et titre « Protection sociale des pauvres, le volet assurance maladie de l'ARCH se généralise ». À en croire le journal du service public, le gouvernement a opté pour la phase de généralisation au regard des résultats concluants de l'expérimentation de la phase pilote. Le journal poursuit et précise que la généralisation de l'ARCH couvre 21 800 cartes d'identité biométrique produites par l'Agence nationale d'identification des personnes pour les bénéficiaires au profit de la ville de Cotonou seule. En plus des 115 bénéficiaires de la phase pilote, ce sont environ 180 nouvelles personnes privilégiées qui recevront leur carte d'identité nationale biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie gratuite de l'État pour une durée de 3 ans. Gestion de la Covid-19, l'Union européenne mobilise 30,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. C'est la Nation qui nous l'apprend. À en croire le journal, cet appui vient compléter un premier soutien de 10 millions d'euros octroyé au Bénin en juin dernier. Les fonds mis à la disposition du Bénin permettront d'appuyer les efforts du gouvernement pour répondre aux conséquences sanitaires et socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. Les factures d'électricité vont connaître une augmentation à compter de janvier 2021. Le quotidien La Nation titre « Réforme tarifaire à la Société béninoise d'énergie électrique, le coût de la consommation d'électricité augmenté ». Cette augmentation du coût de consommation au kilowatt
répond à un besoin d'équilibre financier du secteur de l'énergie exprimé par la société distributrice de l'énergie électrique. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Merci à vous, Patrick Adjabodjo. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour recevoir l'invité du dossier de la semaine. Mais avant, on installe les confrères, c'est le décryptage. Sur ce plateau, avec moi, Moïse Dosoumou, un habitué de ce plateau. Moïse, bonjour. Bonjour Ilvaïus, bonjour mesdames, messieurs. Et l'autre, pas très habitué, mais qui a déjà passé par ici, Gladys Johnson Aquino Show, bonjour. Bonjour Ilvaïus, bonjour chers téléspectateurs, merci à vous. Alors, longtemps annoncé, cette nouvelle tarification de la SBE démarre ce mois de janvier. Je crois qu'on va recevoir les premières factures déjà à partir de février. Est-ce que cette nouvelle tarification vous paraît, indispensable? Ça dépend de pour qui et ça dépend de à quel angle on se pose pour regarder la question. Allez-y. Indispensable, on va faire les deux angles. N'oubliez pas, je fais deux angles. Oui. On commence par le citoyen. Donc, on va commencer par l'État. Par l'État. Ils ont pris contact avec les partenaires au développement, le Millennium Challenge, et entre autres, pour avoir de l'accompagnement et des facilitations financières pour le développement de notre secteur énergétique. Le but était à terme d'atteindre l'autonomie financière, non, l'autonomie énergétique. C'est-à-dire de produire assez d'électricité pour pouvoir satisfaire la demande. Cela passait par la construction de centrales à gaz, de centrales solaires et la distribution du kit solaire en ayant recours à des entreprises privées. Cela impliquait de mobiliser du financement. Et qui dit financement dit contrepartie. Donc l'une des contreparties que les partenaires dont le MC est en tête ont posé, c'est un rééquilibrage du secteur et une meilleure gestion de l'ASBE. La meilleure gestion de l'ASBE est passée par une concession, c'est-à-dire qu'on a confié la gestion de l'entité à une entreprise privée. Le but, c'est d'être plus efficace, d'être plus rentable et de voir mieux dans ce qui se passe en interne, dans la gestion des ressources qui sont allouées. Donc, c'est cette entreprise privée-là qui dit, nous, si on fonctionne, il faut qu'on ait un certain équilibre. D'autant plus qu'il y a une partie de la consommation qui était subventionnée par l'État, où les subventions étaient réduites. Donc la compagnie dit, si je dois avoir plus clair, si les subventions ont été réduites, ça dit que moi, a priori, j'ai moins d'entrées, il faut que je rééquilibre cette entrée-là. C'est de là qu'elles disent, je vais rehausser la tarification pour que ce que je fais rentrer reflète ce que je sors pour avoir l'électricité. Parce que dans le même cas, la SBE dit que le coût de production du kilowattheure qui a été distribué a été revu à la hausse. Donc ça coûte plus cher, l'État subventionne moins, d'où l'impératif pour eux d'augmenter les prix. Maintenant, plaçons-nous du côté client. Est-ce que le client voit aujourd'hui qu'il est vraiment nécessaire d'augmenter l'électricité? Je dirais, a priori non. Je dirais, actuellement, je n'ai pas vraiment besoin que l'on hausse ma facture d'électricité. Vous direz, on a de l'électricité de plus en plus, oui, il faut qu'on pense aux autres, oui, mais n'oubliez pas que nous avons aussi le Covid et le Corona. On dira, on n'est pas tombé malade, beaucoup de gens n'ont pas été affectés, mais je suis de ceux qui croient que nous ne faisons qu'entrer dans, je dis, les répercussions du Corona. Ce n'est pas une pandémie qui, même si elle continue au dehors, ne fera plus ici, qui va s'arrêter. C'est maintenant que les répercussions économiques vont vraiment se faire sentir. Alors, en tant que citoyen, est-ce que j'ai vraiment envie que ma facture hausse? Non, pas du tout. Pas du tout. Moïse Dosoumou, vous avez envie que votre facture augmente? Non, ça c'est clair. Je veux même qu'elle diminue. Non, ce que moi je constate, c'est que si on se met un peu à la place du gouvernement, on voit quand même que ces dernières années, il y a eu beaucoup de sous qui ont été injectés dans ce secteur. On peut comprendre qu'il y a un souci peut-être de rentabilisation. C'est-à-dire qu'on en a mis assez, il faut que maintenant qu'on commence par récupérer. Mais on oublie que l'électricité aussi n'est plus un luxe aujourd'hui, que c'est un produit de première nécessité. Alors comment un gouvernement qui peut investir autant d'argent peut se dire maintenant, il est temps maintenant
que je récupère ce qui a été mis, peut-être pour faire d'autres investissements, passer à d'autres secteurs prioritaires. Ça peut se comprendre ainsi. Mais dans le même temps, ce sont les mêmes travailleurs, ce sont les mêmes salaires. Et ces travailleurs, dans un passé récent, avaient droit à plusieurs primes. Toutes ces primes ont été coupées. Donc aujourd'hui, essentiellement, ils n'ont que le salaire. Sur le marché, toutes les denrées ont connu une hausse. Avec le même petit salaire, il faut faire face à toutes ces charges. Et aujourd'hui, on annonce qu'il y a une hausse de l'électricité. Est-ce qu'on n'est pas en train de pressurer le travailleur qui n'a que sa seule source de revenus? Comment fera-t-il des miracles encore? Pendant combien de temps va-t-il encore faire des miracles pour tenir? De l'autre côté, vous voyez les pouvoirs publics, je prends l'exemple des communes pour ce qui est de l'éclairage public. Là également, on annonce une hausse à ce niveau. Les communes en l'état, avec leurs ressources, ne parviennent même pas encore à assumer cette charge-là de l'éclairage public. Il y a beaucoup de lampadaires qui sont défaillants dans nos villes. Tout à fait. Mais les communes aujourd'hui sont en train d'être dépossédées justement d'une grande source de richesse. Ce sont les légalisations d'état civil. Progressivement, on leur retire ça. Donc ça leur fait des ressources en moins. Mais avec cette ressource-là, déjà, elles peinent justement à assumer cette charge d'éclairage public. Quand on va les retirer entièrement et qu'on est en train d'augmenter, comment feront-elles? Donc je me dis qu'il y a un déséquilibre quelque part aussi bien pour les citoyens que les pouvoirs publics, notamment les communes. À un moment donné, je pense qu'il faut faire l'équilibre. C'est vrai qu'il faut aller de l'avant. C'est vrai qu'il faut investir. C'est vrai qu'on en veut beaucoup plus. Mais dans le même temps, c'est les citoyens qui contribuent au jour de par cette dépense justement à accroître la richesse nationale. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Quelles sont les portes de sortie qu'on lui offre? Quelles sont les opportunités qu'on lui offre? Est-ce qu'il y a tellement de débouchés aujourd'hui qui permettent aux gens justement d'arrondir un peu leur fin de mois? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'à présent, actuellement, ce n'est pas le cas. L'autre chose, c'est que, selon ce que j'ai pu comprendre des explications de la SBE, c'est qu'il y aura 500 francs CFA de primes fixes désormais sur les factures, en plus de la hausse du kilowattheure, donc forcément qui induit encore plus de charges. Alors, on est en train de pressuriser le citoyen. Comme l'a dit Moïse, le citoyen n'a plus assez de ressources et se retrouve quand même à payer encore plus cher pour des services normalement basiques. Il faut demander ce qui pourrait arriver, c'est ça? Ouais. On peut élaborer les scénarios. Pour en revenir aux 500 francs supplémentaires, c'est les 500 francs pour l'électrification rurale. En fait, je pense que c'est les fonds que l'État utilise pour étendre le réseau électrique et pour l'apporter aux personnes qui ne l'ont pas jusque-là. Il a toujours été sur les factures. Et c'est, je pense, une seule tranche qui a vu cette tarification qui était de 1 000 francs auparavant passer de 1 000 francs à 3 000 francs. C'est les gens qui consomment, je pense, vers les 630 kWh. Maintenant, pour ce qui pourrait se passer si on continue à élever le prix de l'électricité, on l'a déjà vu, c'est le serpent qui va se mordre la queue. Et quand on va arriver là, je n'espère qu'on n'arrivera pas là, on sera obligé de remettre la balle à terre et de voir comment ça marche. Selon ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que quand l'électricité commence à être trop chère, les gens ont généralement deux options. Soit ils ont les moyens et se serrent, ils payent. Et pendant qu'ils font ça, les plus intelligents, je dirais, s'arrangent pour s'autonomiser, c'est-à-dire qu'ils ont des panneaux solaires, des trucs éoliens, puis progressivement, ils sortent du giron de la consommation nationale, ce qui est de plus en plus facile maintenant, étant donné la baisse des coûts. Mais encore là, il faut que la personne ait quand même une certaine assise. Ce n'est pas permis à tout le monde. Soit les gens paient de moins en moins l'électricité. Ils accumulent. Et comme c'est une entité privée, je pense qu'au bout de la 3e facture, ils vont se faire couper. Et quand ils se font couper, qu'est-ce qu'ils font? Ils font raccordage illégal. C'est-à-dire que... Donc c'est à ça que nous avons... C'est l'un des risques. Si la situation est, non pas perdure, si elle est trop lourde pour les citoyens et que ces gens n'ont pas de recours possible parce que, on va dire, entre parenthèses, aujourd'hui, officiellement, le consommateur est d'accord. Parce que dans l'élément, quand ils ont annoncé la hausse, il y avait 2 ou 3 différentes organisations des consommateurs qui sont venues et qui ont dit « Nous comprenons la hausse, mais il faut faire mieux ». Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le citoyen, le consommateur n'a pas de recours officiellement, techniquement, il est d'accord. Donc, quand on pressure les gens, quand on les pousse dans leur retranchement, on est des Béninois, on sait très bien s'adapter, ils vont se faire couper, ils vont enlever le compteur, mais on ne va pas être en plein Cotonou. Si vos enfants sont habitués à lire l'électricité, tout ça, les gens finissent par trouver des coins de contournement. Je ne donnerai pas plus d'exemples pour ne pas être celle qui donne les mauvaises idées aux gens. Mais à terme, on se retrouve avec
une entité nationale qui a d'énormes pertes en ligne. C'est-à-dire qu'elle facture, on va dire une bêtise, 3 mégawatts heure. Elle dit, bon, aujourd'hui nous avons émis pour 3 mégawatts heure de facture, mais les centrales nous disent derrière, mais c'est 10 mégawatts que vous avez pris. Donc ils se retrouvent avec un grand gap entre ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils distribuent. Et à la fin, l'objectif de rééquilibrage qui est visé est manqué parce que s'ils n'ont pas assez de moyens de rentrée, ils ne pourront pas faire les fameux investissements, les fameuses réhabilitations. Ce qui fait qu'à terme, on a un secteur électrique qui s'effondre de l'intérieur. Je ne dis pas que ça va se passer, mais généralement, ça prend 5-10 ans et après, on se retrouve dans un vrai goulot d'étranglement où il faut tout voir, tout rebattre. Mais j'espère qu'on n'ira pas là-bas. Ah oui, on espère qu'on n'ira pas là. Alors, l'autre chose, c'est la qualité de la prestation de la SBE. Parce qu'il faut aujourd'hui se questionner. Si on doit augmenter les frais, il faut forcément que le consommateur soit plus exigeant. Par exemple, la semaine qu'on vient de finir, il y a certaines personnes qui sont allées payer des factures et qui se sont retrouvées au niveau des SBE. On leur a dit que le réseau ne fonctionnait pas, donc de repartir chez eux avec leurs factures et qu'il faut revenir la semaine suivante. Alors ça pose un problème de service, un problème de prestation, de qualité. Oui, forcément. Et c'est même curieux que maintenant qu'on annonce renouveler la SBE avec des compétences sans griffe et que cela arrive, c'est qu'on se pose des questions. Si vous payez une simple facture, il faut souffrir longtemps. Déjà que habituellement on souffrait sous le soleil avec de longs rangs. Maintenant vous avez l'argent en poche. Maintenant c'est la SBE même qui devait être content de récupérer les sous qui est différent. Ça pose un problème. Mais je pense que ça c'est conjoncturel. Ça peut se régler. Moi, la qualité qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le fait d'aller payer la facture, c'est d'avoir de l'électricité de manière continue, sans que les coupures ne viennent justement s'inviter dans la danse. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais il faut pouvoir rééquilibrer les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, à terme, l'électricité sera disponible, soit elle sera volée, comme l'a dit ma consoeur, soit elle sera inutilisée, parce que personne n'en voudra. Et on va trouver des solutions après pour s'en sortir. Est-ce que c'est ça justement ce que veut l'État? Parce que quand on augmente les charges comme ça, de manière continue, et que chaque jour qui passe, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, celui qui débousse tout le temps, s'il n'en peut plus, il laisse tomber, il s'écroule. Est-ce que c'est ce que veut l'État? L'État veut rentabiliser. L'État veut que les citoyens se raccordent et puissent payer les factures. Et si c'est pour ça, il faut créer les conditions, les facilités nécessaires pour ça. Et on dit souvent que la politique, c'est le champ le plus vaste de la charité. L'État n'est jamais en faillite. L'État continue d'encaisser des impôts d'État, ses consorts. Mais qu'est-ce qui l'empêche de revoir un peu le système de subvention, puisque maintenant on nous dit que la denrée est disponible, ce n'est plus le cas comme avant. Et pourquoi ne pas rééquilibrer les subventions pour que les petits ménages, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ne souffrent pas autant de ces hausses-là? Ça aussi, ça peut se faire, ça peut se comprendre. Si ce ne sont que les privilégiés qui sont un peu nantis, qui sont concernés, il n'aurait pas tant à dire. Mais les petits consommateurs qui peinent déjà à payer les factures de 2 000, de 3 000, s'il faut encore augmenter pour eux, on se retrouve à payer 4 000, 5 000. Et n'oublions pas qu'au fur et à mesure que les gens grandissent, qu'ils ont de l'emploi, ils ont envie de s'équiper, d'acheter des appareils, des congélateurs, des télé. Tout ça augmente la facture. Mais quand on n'encourage pas les gens à s'épanouir dans leur propre pays, quelle solution est-ce qu'on leur offre? C'est ça la question fondamentale. Alors, Gladys, comment comprendre une hausse alors que le service est toujours médiocre? Ça ne s'explique pas. Je dirais que ça ne s'explique pas et je dirais c'est l'arbitrage, c'est un choix. Oui, en fait, honnêtement, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitre. Non, c'est un arbitrage. Je n'ai pas dit l'arbitraire. C'est un arbitrage qui a été fait. En fait, je pense, je ne suis pas de la SPE, je ne parle pas en interne, mais je me dis ça a été un choix de deux choses l'une. Soit vous continuez sur cette voie-là et disons actuellement on a la moitié de notre demande. On continue à importer de l'électricité. Et on va dire en parenthèse que l'importation a été assez... Ça a créé quelques grabuges il y a quelques mois avec le Nigeria et autres. Et qu'à part le Nigeria, la seule source d'importation qu'on a, c'est la Côte d'Ivoire. Plus ça vient de loin, plus c'est cher. Donc soit on accepte de faire une pause, de faire un stand à ce niveau-là, de ne plus accroître les capacités, ce qui va ralentir l'économie. Soit on accepte d'aller sur les marchés, de prendre plus pour se développer, pour créer une économie plus dynamique qui à terme va créer des emplois, va créer on espère une prospérité partagée qui fera que les gens pourront payer. Donc je pense que c'est cet arbitrage-là que l'État a fait. Et dans cet arbitrage-là, ils ont choisi, bon, quitte à augmenter un peu, augmentons, ayons les sous, ayons plus de capacité. Et à terme,
nous aurons plus d'électricité pour tout le monde et ce sera moins cher. Je pense que c'est généralement quand on est... Je parle parce que moi, je vois les secteurs électriques sur le plan macro. Pas forcément sur le plan du citoyen, mais sur le plan du... Voilà le système, comment ça marche, de quoi ça a besoin. Et généralement, il va à un moment donné, les systèmes ont ce type d'arbitrage-là à faire. La croissance, à quel coût et comment. Mais ce qui me rassure, c'est que les hommes d'État, les politiques ne sont pas sourds ou aveugles. Généralement, quand ils poussent le bouton, à un moment donné, on dit stop, les plus intelligents font demi-tour. Soit par subvention, comme il a dit, soit par une revue des tarifs à la baisse, soit ils finissent par trouver les moyens. Ils ont fait ça à Madagascar récemment, ils ont fait une espèce de hausse qui n'avait pas de nom de hausse. Mais dès que les gens ont dit non, nous on ne veut pas, nous on ne veut pas, nous on ne veut pas, le gouvernement a pris un truc et dit on arrête ça d'abord, on verra après. Mais cela suppose, là je tiens à insister parce que là nous on a un problème particulier, que nous ayons une présence des consommateurs assez forte et assez représentée. Justement, de c'est là ce où qui se passe derrière. Parce que quand on augmente les frais aujourd'hui et que le consommateur n'a pas le service qu'il faut, à qui est-ce qui va se plaindre? À l'association des consommateurs qui l'a dit qu'il est d'accord. Et quand l'association des consommateurs dit qu'il est va faire son plaidoyer devant et que le service n'est toujours pas là, il faudra quand même à un moment donné sévir. Il faudra aller plus loin. Il faudra, c'est pas... ne pas, comme il a dit, ne pas prendre l'électricité. Et ça se passe aussi. En Ouganda, ils ont littéralement 2 fois l'électricité qu'ils peuvent consommer. Mais ils ne consomment que la moitié parce que l'électricité est tellement chère là-bas que les gens ne peuvent pas se l'offrir. L'électricité est tellement chère là-bas que les industries ont déménagé en Tanzanie, au Kenya, partout sauf en Ouganda. Donc, je dirais qu'à terme, en fait, c'est une espèce de balancier, d'un jeu d'équilibriste que les autorités énergétiques sont en train de jouer. J'espère que ça va se passer au mieux pour tout le monde. Alors, cette hausse aussi pourrait peut-être se comprendre par l'absence de concurrence dans le secteur. Aujourd'hui, on n'a que la SBE, il n'y a pas de concurrent, donc on peut se permettre de... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, on peut se permettre, mais même si on est en situation de monopole, on veut toujours continuer à vendre, on veut continuer à faire des recettes. Ouais. Donc, si on estime parce qu'on est seul qu'on peut faire ce qu'on veut, faire des hausses à l'emporte-pièce, forcément, c'est le serpent qui se mord là, qu'à terme, l'entreprise ne sera plus rentable. Elle sera obligée de fermer ou bien de revoir ses ambitions à la baisse ou carrément de ravaler ses vomissures, tout simplement. Je me dis, il faut essayer de voir la denrée qu'on offre. C'est une denrée de première nécessité, un peu comme l'eau, un peu comme le pain. C'est fondamental aujourd'hui, l'électricité. Et si on a fait des investissements pour en produire plus, c'est parce qu'on est conscient que les gens sont dans le besoin et qu'il faut les servir. Mais les servir ne veut pas dire qu'il faut les dépouiller complètement de ce qu'ils ont dans leur poche. Et que dire de l'option de l'énergie renouvelable? Est-ce que la SBE ne pourrait pas penser à ça au lieu de rester uniquement conventionnel? Non, mais j'ai l'impression que la SBE, depuis toujours, ne fabrique pas l'électricité, sauf quand il n'a pas quelques groupes dont elle dispose. Elle reçoit beaucoup plus, elle fait la distribution. Elle n'est pas dans la logique de produire de l'énergie et de revendre. Elle reçoit et elle distribue. Je pense qu'il faut peut-être faire appel à d'autres privés qui sont intéressés, voir l'environnement, voir le territoire, si le territoire est propice à cela, pour qu'elles puissent maintenant s'y investir et puis proposer leurs produits. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on n'a que la SBE. C'est vrai qu'il y a des idées qui sont mises pour les énergies renouvelables, mais tout ça, c'est encore l'étape embryonnaire. En termes de réalité, en termes de projet, nous n'y sommes pas encore. Donc pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Mais si ce qu'on a, disons, nous fait des misères, on sera obligé de nous prendre en charge nous-mêmes. De tout laisser. La question de l'énergie renouvelable. La question de l'énergie renouvelable, aujourd'hui en Afrique, en fait, c'est une question grandement politique. Parce que notre continent, de par sa situation géographique, a de belles ressources, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans la biomasse, que ce soit dans l'hydroélectricité, un peu l'éolienne. Et les entreprises veulent investir. Je connais des gens qui, depuis 5 ou 6 ans, ont mis en place des mini-réseaux, veulent desservir les populations qui ne sont pas raccordées, mais ne peuvent pas parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de loi qui le permettait. D'où ma réponse que le renouvelable aujourd'hui est une question de politique, d'ambition politique. Si aujourd'hui le gouvernement se lève, ils ont déjà commencé en libéralisant un peu, en disant si vous êtes une entité et que vous voulez investir dans une centrale, vous pouvez le faire sous condition. Ce qui fait que progressivement, ça va s'ouvrir. La seule question, ce sera à quel rythme. Parce que si ça se fait assez vite, le renouvelable est l'une des meilleures options. Une entité X peut dire j'investis, c'est pas 10 millions d'euros à tout contournant pour mettre un truc de 10 mégawatts et il va desservir les populations. Mais il faut pour ça une volonté politique et il faut surtout
un vrai armada juridique pour dire si tu veux vendre pas trop cher à tel prix. Le gars en face dira si je fais à ce prix, ce n'est pas rentable. Et dans certains États, il faudra encore subventionner. Parce que dans la plupart des pays font ça, la réglementation est assez claire pour que l'investisseur en face sache que bon, si j'investis mon argent, il ne va pas s'envoler parce qu'une loi a changé, parce qu'il y a un vide juridique. Mais dans le même temps, il faut dire, je vais prendre mon argent sans que la population n'ait à pleurer derrière. Ça veut dire que le gouvernement lui devra avoir assez de garde-fous pour dire, vous irez jusque-là, ça ne coûtera pas plus cher que là. Et si ça coûte plus cher, nous, on vous rembourse le complément. Donc c'est une vraie option, mais il faut qu'elle soit vraiment étudiée, vraiment explorée pour qu'on ait les résultats qu'on ait. Mais avant tout, il faut que l'exécutif, le pouvoir, montre vraiment une volonté réelle et affirmée. Une volonté réelle pour aller dans ce sens. Oui. Merci à vous, chers confrères. Gladys Johnson-Akinocho, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à lui. Moïse Oussoumou, merci également d'être passé sur ce plateau. Et on installe à présent le dossier de la semaine. Vous le savez, il est aujourd'hui de notoriété publique que les jeunes diplômés sortis des universités du Bénin sont confrontés à un problème crucial de l'emploi. Et cela, malgré les efforts continuels du gouvernement, la question reste préoccupante. Récemment, il y a eu la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi, dont l'ambition était entre autres d'aider les jeunes sans emploi à mieux s'orienter professionnellement. On en parle juste après cet élément qui nous fait un compte-rendu de cet événement. Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? C'est le thème retenu pour la 2e édition du Salon de l'emploi et des compétences SALEC, organisé par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à l'occasion de la 9e édition de la quinzaine de l'emploi. Cette édition a pour objectif d'offrir aux demandeurs d'emploi l'occasion de rencontrer plusieurs entreprises sur le même espace, le même jour, en vue de valoriser leurs compétences et se faire directement recruter. C'est ce que nous appelons un marché que nous créons en mettant dans le même espace les offreurs d'emploi, les entreprises qui ont des besoins de compétences de pouvoir venir s'installer et d'interroger directement les demandeurs d'emploi qui se présentent, que nous avons présélectionnés pour eux, de les interviewer et de pouvoir sélectionner soit sur place, soit à partir d'une shortlist, finaliser leur recrutement. La délocalisation de ce rendez-vous entre chercheurs d'emploi et entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée dans la partie septentrionale du Bénin est appréciée de tous. À travers cette initiative, nous, les chefs d'entreprise qui avons besoin d'une main-d'œuvre, avons l'opportunité d'entrer en contact avec plusieurs personnes en quête de l'emploi. Ça va nous permettre à nous, jeunes, de pouvoir décrocher nos emplois, notre emploi, et ceux qui sont au chômage et ceux qui viennent de finir comme moi. Pour cette 2e édition du SALEC, c'est plus de 50 entreprises en quête de compétences, plus de 1000 offres d'emploi immédiatement disponibles et 2000 candidats à l'emploi, tous secteurs confondus. Et voilà, on aborde donc la problématique de l'emploi au Bénin avec le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Urbain Amegbedji. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de partager ce plateau avec vous. Merci. Et pour conduire cet entretien avec moi, Patrick Adiabodjou est en place. Patrick, bonjour. Bonjour, Ulvaeus Balogun. Alors Patrick, on parle de la quinzaine de l'emploi, on parle notamment de ces efforts que le gouvernement fait à travers la NPE pour offrir de l'emploi aux jeunes diplômés. Tout à fait. Le 11 décembre 2020 s'est tenue à la place Abdoulaye Issa de Parakou l'édition 2020 du SALEC, entendez, Salon de l'emploi et des compétences. Nous allons demander à Urbain Amegbedji, directeur de l'ANPE, est-ce que vous nous confirmez ici, en suivant l'élément témoin qui vient de passer, que vous avez effectivement créé un marché qui réunit chercheurs d'emploi et entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée? Oui, bien entendu, et c'est à la 2e édition de SALEC, la quinzaine nationale de l'emploi à sa 9e édition, mais le salon de l'emploi et des compétences est à sa deuxième édition. Nous avons eu la première édition l'année dernière à Cotonou. Et c'est un véritable marché parce que vous n'imaginez pas que les entreprises ont des besoins de compétences. Et nous recrutons tous les jours.
Tous les jours, dans nos agences, nous recrutons des gens pour les entreprises. Et une fois l'an, nous avons institué maintenant ce salon pour pouvoir booster l'activité de recrutement. Très bien. Et là, nous créons sur place, dans un même espace, un marché où les offreurs d'emploi, c'est-à-dire les entreprises viennent s'installer, qui ont des besoins, nous les installons dans un espace, et les demandeurs également, nous les invitons, nous faisons une présélection, sinon le marché sera tellement animé que nous ne pourrions pas gérer. Donc en offre, nous sélectionnons, nous faisons une petite présélection par poste en fonction des besoins des entreprises, et le jour J, les personnes présélectionnées se présentent devant les entreprises, passent leur test et sur place, l'entreprise peut recruter immédiatement la personne, lui notifier que bon, votre CV me plaît, après que nous avons fait l'entretien, je pense que je vais vous retenir pour tel poste. Ou alors, l'entreprise peut retenir un petit nombre, une shortlist de personnes à finaliser après dans son entreprise. Mais je peux vous dire, pour ce que nous avons fait la dernière fois, la deuxième édition à Parakou, sur place, il y a eu 453 recrutements qui ont eu lieu sur place. Sur place. Oui, 453. 453. Oui, il y avait 1015 offres. 1015 postes qui étaient mis en jeu et 453 ont pu être décrochés sur place. Leur emploi. Leur emploi. Et le reste va se faire dans les entreprises suivant le besoin de l'entreprise, parce que parfois il y en a qui anticipent sur leurs besoins et qui pourront finaliser leur offre quelques jours ou quelques semaines après. Mais est-ce que sur ces 453, est-ce que l'ANPE a un suivi pour voir s'ils sont véritablement recrutés ou si c'est juste sur le terrain là qu'on leur a offert l'opportunité d'être recrutés? D'avoir un emploi. Vous savez, une entreprise qui va passer toute sa journée avec deux employés, deux de son personnel, devant un stand de 8h à 18h, ne va pas gaspiller son temps pour s'amuser. Je pense que c'est des besoins réels que les entreprises ont et parfois nous sommes très peinés que ces besoins ne correspondent pas aux qualifications des demandeurs d'emploi. En fait, souvent, les problèmes que nous avons, c'est le hiatus qu'il y a entre le besoin de l'entreprise et les qualifications. Sinon, les gens ont d'énormes besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc, le point que nous avons fait dans la journée, c'est ce point-là qui donne 453 qui... postes qui ont été attribués par les entreprises à des demandeurs d'emploi qui remplissaient les critères pour être recrutés dans leur entreprise. Et à l'occasion, plus tard, nous ferons cette évaluation dont vous parlez parce que nous faisons une évaluation sur place pour avoir les impressions des entreprises. Est-ce qu'elles sont satisfaites? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'elles ont pu faire le recrutement sur place? C'est ça qui nous a permis de trouver les 453. Ou est-ce qu'elles reportent la finalisation de ce recrutement-là. Et nous leur donnons aussi l'occasion de nous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité. Puis, plus tard, 3 mois, 4 mois après, nous essayons de faire une petite évaluation pour voir s'il y a une satisfaction réelle. Je peux vous dire que, personnellement, j'ai conduit une évaluation l'année dernière quant au SALEC 2019. Et où j'ai été dans une entreprise chinoise qui avait déjà recruté, et j'ai pu retrouver la dame qui a été recrutée le jour-là. Je l'ai vue à son poste, elle travaillait, elle était très heureuse et nous avons pu échanger. C'est le DG de la LPE? Bien entendu, je me suis présenté. C'est intéressant. Mais dites-nous, Ulvaeus, vous me permettez, à l'occasion de cette édition, la deuxième édition du SALEC à Parakou, il y avait combien d'entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée? Il y avait 55 entreprises sur les 63 qui s'étaient annoncés. 55 ont pu faire le déplacement et avaient leur stand ce jour-là à la place Tabera de Parakou. Et l'ensemble de ces entreprises, il y avait combien de postes à pouvoir? 1015 postes. 55 entreprises offraient 1015 postes aux demandeurs d'emploi. Et si 453 ont pu décrocher, donc il en reste encore? Il en reste encore et je peux vous dire, à la date d'aujourd'hui, si on fait encore un point, ça va augmenter. Parce qu'il y en a qui ont reporté pour quelques semaines. Enfin,
peut-être soumettre à leur patron, parce que parfois c'est le DRH, le directeur des ressources humaines ou le chef service des ressources humaines qui est venu et il voudrait soumettre ses appréciations au directeur général de son entreprise avant de finaliser. Avant de finaliser. Voilà. Et donc, si on fait le point aujourd'hui, il est possible que nous soyons déjà au-delà de ces 453. C'est presque sûr que ceux qui auront finalisé les jours suivants pourront nous donner des informations beaucoup plus heureuses. Et donc, c'est à la satisfaction de ceux qui auront gagné ces postes-là. Et c'est pour ça que nous sommes là. Avant de vous demander pourquoi vous avez choisi d'aller dans le Septentrion, quel est le choix, quelle est la pertinence de ce choix? Dites-nous, pendant que la deuxième édition a lieu à Parakou, est-ce que les autres localités du Bénin ont eu cette chance aussi? Bon, le SALEC, nous le faisons actuellement une fois l'an. Quoique le besoin, ce que nous ressentons aujourd'hui, les entreprises souhaiteraient qu'on en fasse davantage. Peut-être que nous passerons à 2 éditions par an. N'oubliez pas que c'est un marché, c'est assez lourd quand même à organiser, avec toute la logistique qu'il faut. Et n'oublions pas non plus que nous sommes en période de Covid et que la dernière fois pour le faire à Parakou, nous avons dû obtenir l'autorisation express du ministère de la Santé et prendre toutes les dispositions. Ce n'est pas évident. Si n'eût été la Covid-19, le marché se serait animé avec beaucoup plus que ce que vous avez vu à Parakou. Et donc, nous avons choisi d'aller à Parakou parce que l'année dernière, nous étions à Cotonou et que dans notre travail quotidien, nous remarquons que le besoin de recrutement existe également dans les autres communes. Des demandes nous viennent de ces communes, des demandes nous viennent du Nord. Et donc, nous avons voulu nous rapprocher un peu, entrer un peu dans le pays pour que les possibilités qu'il y a là-bas, les opportunités, et Dieu sait, le ministre était là le jour. Il y a beaucoup d'opportunités, on n'imagine pas. Les entreprises, je peux vous dire, sur les 55 entreprises, 80% des entreprises étaient des entreprises locales, qui étaient soit à Parakou, à Natitenkou ou dans la zone. Peu d'entreprises se sont déplacées de Cotonou, ce qui est une réussite. C'est une avancée. On avait pensé que ce seraient les entreprises de Cotonou qui iraient encore envahir Parakou, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, nous avons choisi Parakou parce que dans notre travail quotidien, dans notre cœur de métier, nous recevons quotidiennement des demandes venant de cette partie, venant des communes. Des entreprises locales. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous avons voulu leur offrir cette opportunité, cette chance de pouvoir bénéficier de ce cadre pour faire leur recrutement. Et vous avez demandé également, est-ce que les autres communes... Oui, effectivement, pendant la quinzaine, c'est 15 jours que nous mettons à profit pour pouvoir faire différentes activités. Nous avons chaque commune organise à travers nos antennes qui les appuient des activités pour pouvoir faire connaître la NPE, mais pas nécessairement la NPE, mais plutôt les offres de services que nous avons, les possibilités, les opportunités qu'il y a. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est emploi local. Nous allons en venir. Je voudrais faire le lien. Si la NPE veut satisfaire les entreprises locales qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, est-ce que c'est ça qui justifie le choix de la thématique de l'année 2020? Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? Il y a cela, mais il y a aussi, et fondamentalement, le fait que nous développons depuis quelques années à notre cible, à travers des communications et des conférences, que l'emploi ne se trouve pas seulement à Cotonou, qu'il y a d'énormes opportunités au plan local. C'est un message que vous passez. Exactement. C'est un message parce que parfois l'emploi est entre nos jambes et nous sommes en train de le chercher ailleurs. Parce que le système éducatif que nous avons, notre éducation, ne nous apprend pas à regarder les opportunités qu'il y a autour de nous. Tout à fait. Nous avons tendance à penser que l'emploi est ailleurs et que notre salut est quelque part d'autre, alors que tout autour de nous, il y a des opportunités et je dirais même plus, il y a de la richesse, il y a vraiment à pouvoir se faire son beurre, mais on ne le voit pas. Et donc, depuis quelque temps, nous passons le message en demandant aux gens qui recherchent de l'emploi, est-ce que véritablement vous avez regardé tout autour de vous? Par exemple, créer une entreprise, c'est répondre à un besoin. En général, pour créer une entreprise, il faut se poser la question de savoir de quoi les gens ont-ils besoin. Et si je leur apporte une réponse, ils vont me payer pour ça. Et donc,
est-ce qu'on s'est posé cette question par rapport à son propre environnement, là où je vis, la commune dans laquelle je vis, de quoi les gens ont besoin. Parfois, nous sommes là et d'autres viennent d'ailleurs et ils viennent prendre ces opportunités sous notre nez. Et c'est en ce moment que nous découvrons que nous avons perdu du temps. Nous allons parler d'autres opportunités. On sait que le programme d'insertion, je crois que c'est ça, hein, le PSE. Le programme spécial. Mais avant d'en arriver là, je suis curieux, DG. Vous parlez d'emploi local. On sait que nous avons 77 communes. Mais toutes les 77 communes n'ont pas forcément des opportunités d'emploi. N'ont pas les mêmes caractéristiques. Exactement, n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes opportunités, mais chacune a une opportunité qu'il faut développer. Elle est commune parce qu'elle a un territoire déjà. Et ça, c'est déjà parfois une opportunité. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens d'une commune, toute petite commune qu'on appelle Atiémé. Et si vous voyez le budget de la commune d'Atiémé, ce n'est pas un grand budget. Mais si vous voyez la production agricole, le crin-crin, nous sommes les premiers producteurs de crin-crin. Mais ça, si les jeunes ne le savent pas, ils ne peuvent pas investir et savoir comment on peut apporter de la plus-value à cette production qui pourrit en 24 heures, qui se fane en 24 heures. Comment on peut lui apporter de la plus-value pour qu'elle puisse tenir 8 jours, 2 semaines et 1 mois. Est-ce qu'il y a des entreprises à Atiémé qui sont spécialisées dans la production de crin-crin? Voilà des opportunités, par exemple. A priori, on dirait il n'y a pas d'opportunité là-bas, et tout ça. Mais si on se pose la question de savoir, premier producteur de crin-crin, mais le crin-crin est une plante qui se fane au bout de, quelques jours. Alors, ça veut dire qu'il faut développer de la recherche pour maintenir cette fraîcheur qu'on a dans le crin-crin pour 2 jours, 1 semaine, 1 mois et pouvoir l'exporter. Ça veut dire qu'il y a une opportunité là et qu'il y a de la recherche à faire et de l'investissement à faire dans ça pour créer une entreprise qui va permettre à nos parents qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont à Abidjan, qui sont à Dakar, de pouvoir recevoir le crin-crin et de pouvoir le manger dans des conditions satisfaisantes. Si vous le dites ainsi, est-ce que l'ANPE a une branche de solidarité, d'accompagnement, de soutien aux jeunes entrepreneurs qui s'investissent dans l'auto-emploi? Tout à fait. Nous avons un département qui s'occupe de l'auto-emploi, l'emploi indépendant, où nous accompagnons les jeunes, mais je veux le dire tout de suite, nous ne finançons pas. Nous sommes une structure qui ne finance pas. Nous pouvons les d'autres structures pour ça. Exactement. Il y a l'ADEJ, l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, qui a été récemment créée. Il y a le FNM, il y a d'autres structures, il y a la SFD qui financent, mais nous nous occupons de les accompagner dans une meilleure clarification de leurs idées. Les jeunes peuvent venir prendre conseil. Bien sûr. Vous savez, créer une entreprise, parfois, le jeune, il a des idées floues, c'est pas très clair, il ne sait pas comment. Nous pouvons l'accompagner pour clarifier tout cela, pour améliorer son idée, pour pouvoir lui donner, par exemple, il y a une formation que nous appelons atelier de compétences de vie. Vous savez, si vous n'avez pas un peu de courage, si vous n'avez pas le sens du risque, vous ne pourrez jamais créer une entreprise. Vous aurez toujours peur de perdre. Et cette peur va annihiler tout effort que vous faites et va vous paralyser. Et notre rôle, c'est de vous déparalyser en vous montrant que vous avez les capacités, vous avez la compétence, vous avez la possibilité et qu'en prenant le risque, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Dites-nous, quel est le partenariat qui vous lie avec le PSE? Parce qu'on sait que c'est un programme aussi qui s'investit dans l'emploi. Oui, le programme spécial d'insertion dans l'emploi est un programme du président de la République qui est logé à l'ANPE. Ah, ok. Oui, le programme est logé à l'ANPE, le siège du programme est à l'ANPE et nous travaillons en étroite collaboration avec le coordonnateur pour pouvoir permettre à 2000 jeunes chaque année de pouvoir décrocher un emploi dans une entreprise. Je vois. Et ça, c'est une offre spéciale que le chef de l'État a ajoutée à l'ensemble de nos offres qui permet chaque année d'aider 2 cibles. D'abord les entreprises, en prenant en charge le salaire et les accessoires de salaire de ces jeunes qui seront recrutés. C'est l'État qui paye tout. Je vois. Et pour les jeunes, de pouvoir leur offrir une opportunité de travailler et
de pouvoir être payés décemment. Le coordonnateur a annoncé sur ces plateaux les taux de salaire qui sont payés, d'être bien payés pour pouvoir faire ce travail-là. Oui. Disons que donc c'est un programme avec qui vous travaillez quotidiennement, qui sont logés, et nos antennes servent également de relais dans le pays pour pouvoir permettre aux jeunes qui sont à Tukuntuna, à Djara et partout de pouvoir bénéficier de ce programme-là. Et parlant de Tukuntuna, vous avez su bien faire la transition. On a appris que les journées communales de l'emploi auront lieu le 8 décembre 2020. Oui. Bon, ça s'est déjà passé. C'est déjà passé. Comment ça s'est passé, les journées communales à Tukuntuna? Voilà. Nous avons un partenariat dans le cadre de l'emploi local avec les communes. Oui. Et lorsqu'une commune est prête et qu'elle le souhaite, nous l'accompagnons dans l'organisation de ces journées, toujours dans l'optique de présenter aux jeunes de la commune qui viennent. C'est une journée au cours de laquelle nous faisons des communications. Et entre-temps, il faut remarquer que nous avons fait un travail avec les communes en envoyant des experts qui ont travaillé avec eux à identifier les opportunités qu'il y a dans la commune. Et nous mettons tout cela dans un document que nous appelons politique communale d'emploi. Oui. Et donc, chaque commune, actuellement, nous n'avons pas encore fini pour les 77, nous sommes à 30 communes actuellement. Donc, à partir de ce document qui répertorie les opportunités qu'il y a dans la commune, nous venons à ces journées pour les présenter aux jeunes et pour leur montrer dans quelle mesure ils peuvent trouver leur emploi ou des opportunités intéressantes pour créer des entreprises. Et également, à la commune, comment elle peut s'organiser pour accompagner les initiatives de jeunes manière à régler le problème d'emploi des jeunes de la commune. Donc, si on vous comprend très bien, les communes peuvent se rapprocher de vous, de l'AIPE, elles le font pour déjà, organiser des journées au profit de... Elles le font, nous l'avons déjà fait à Djara, dans l'OME, nous l'avons déjà fait à Tukuntuna, nous le ferons. Il y en a qui ont déjà demandé, nous sommes en train de le faire progressivement. Alors, en une minute, le lien qu'il y a entre la politique communale et la politique nationale de l'emploi. Oui, la politique communale est dérivée de la politique nationale. La politique nationale définit les grands axes en lien avec le programme d'action du gouvernement d'ailleurs. Parce que la politique nationale a été reprise récemment, l'année dernière d'ailleurs. Elle a été adoptée par le gouvernement après que nous ayons lié et cela aux choix fondamentaux que le gouvernement lui-même il a à faire. Et donc la politique nationale est un choix, c'est les grandes orientations nationales. Et la politique communale tire de ces choix, de ce choix national, ce qui est local et ce qui est spécifique à la commune. Et donc tout a un lien. Nous partons toujours de la politique nationale pour voir dans quelle mesure, au plan local, comment on peut décliner cela en politique locale, de manière à ce que l'emploi local puisse se développer. Nous sommes au thème de notre entretien. En un mot, les perspectives pour les prochaines années, ça promet en quelques mots? Oui, je voudrais, quand on parle de perspectives, je voudrais dire à tous les jeunes, je sais combien il est difficile pour nombre de jeunes, des milliers de jeunes qui sont à la maison, qui sont à la recherche de leur emploi. Et chaque fois que j'interviens dans un média, j'ai toujours cette gêne de paraître comme quelqu'un qui dit que tout va bien, alors qu'il y a des gens qui quotidiennement souffrent et se posent des questions de savoir que vont-ils devenir. Je voudrais leur dire de passer à nos guichets pour que nous puissions échanger. Pour trouver de l'emploi, on ne peut pas rester à la maison et trouver de l'emploi. Il faut sortir, il faut se battre, il faut oser. Et moi, j'ai l'espoir. Ce que je voudrais leur dire, c'est que l'emploi est créé par l'économie. Lorsque l'économie va, l'emploi va. Et je peux les assurer que le gouvernement actuel fait les efforts pour que l'économie puisse reprendre. Les investissements se font actuellement dans l'électricité, qui est un facteur de production. Sans électricité, pas d'entreprise. Sans entreprise, pas d'emploi. Et donc, l'eau, l'Internet, les routes, donc les grands facteurs de production, on est en train d'investir dedans actuellement. Tout cela pour permettre à des entreprises de ne pas dire mais au Bénin, vous n'avez pas de courant, je ne peux pas m'installer. Donc dès que nous aurons le courant, il y aura plus d'emplois. Mais en ce moment-là, est-ce que ceux qui recherchent l'emploi seront prêts? C'est pour cela que je voudrais les inviter à s'apprêter, à ouvrir les yeux
à aller nous voir pour que nous puissions discuter, parce que demain sera meilleur, j'en suis persuadé. Et sur cette note d'espoir... Et sur cet appel, surtout, venez à l'Agence nationale pour l'emploi, rencontrer le directeur général et discuter des opportunités que vous pouvez trouver dans vos communes et mieux réfléchir à orienter ces opportunités-là. Merci Hubert Megbedji d'être passé sur ce plateau. Et ce sera donc tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission est diffusée tous les dimanches à 11h sur BB24. Vous pouvez la retrouver également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Thank you.